Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Onkevele. Amis auditeurs, fidèles auditrices, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de Gabon Echo. Gabon Echo reçoit ce jour le docteur Raymond Don-Simon, ancien Premier ministre et économiste. Le sujet qui défrait la chronique tant dans les forums d'échange que dans les bureaux feutrés de col blanc, le franc CFA, est-il un facteur de sous-développement des pays qui l'utilisent? Pour mieux illustrer ce sujet et mieux l'appréhender, mieux appréhender les contours, il convient de préciser que cette monnaie d'abord est née le 26 décembre 1945 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et est imprimée à Chamalières en France. C'est à cette période que la France, colonisateur de 14 pays en Afrique, va ratifier les accords de Bretton Woods et procéder à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international FMI. Le franc des colonies françaises d'Afrique, puisque c'est ça le nom de CFA, c'est ce que veut dire CFA, va avoir son compte d'opération au Trésor français. Ce n'est qu'en 1977 que la Banque des États de l'Afrique centrale va s'établir à Yaoundé au Cameroun et en 1978 que la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, elle, s'établira à Dakar au Sénégal. Et il y a quand même quelques dates qui ont marqué cette monnaie. Il faut retenir qu'en 1945, un franc CFA équivalent à un franc, un ancien franc 70. Le 1er décembre 1948, un franc CFA équivalait à 2 francs. En janvier 1994, on a parlé d'évaluation où le franc CFA équivalait maintenant à 0,01 franc. Et en janvier, tout dernièrement, donc en 1999, il y a eu l'arrimage du franc CFA à l'euro. Donc aujourd'hui, 1 euro équivaut à 655,957 francs CFA. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous allons débattre sur tout ce qui tourne autour du franc CFA, savoir s'il est véritablement un facteur de développement ou de frein au développement de nos pays africains. Avec moi, Fabien Guy, nous allons nous entretenir avec Monsieur le Premier ministre sur ce débat. Fabien, bonjour. Bonjour, Logé Malécou. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors, avant de parler effectivement du franc CFA, nous allons d'abord commencer par connaître que le franc CFA est une monnaie. Et nous voulons d'abord savoir, qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie, c'est un instrument qui permet de faire des échanges entre les gens qui partagent un espace économique donné. C'est un instrument de synthèse qui permet d'établir les équivalences. Parce que avant qu'on ait une monnaie, on a ce qu'on appelle le troc. Par exemple, je produis un régime de bananes, mais j'ai besoin d'une poule. Et nous nous mettons d'accord que peut-être pour avoir une poule, il faut que je donne 2 régimes de bananes. Un autre aura besoin non pas de bananes, mais peut-être de sel. Et dans ce cas-là, ils vont se dire peut-être que pour avoir un sac de sel ou un panier de sel, il faut 3 régimes ou 4 régimes de bananes. Et ainsi de suite, un autre voudra avoir plutôt des planches et il va se demander si pour avoir une planche, combien de poules il devra produire. Et on voit bien que le système de troc est un peu lourd parce que pour se promener quelque part, il faut avoir une grande quantité de marchandises. Absolument. pour faire le troc. C'est pour ça que historiquement, depuis la nuit des temps, les gens ont de tout le temps mis au point des instruments d'échange dans lesquels, dans ces instruments, ils ont reconnu une certaine équivalence. On s'est mis d'accord pour que cette monnaie, ce qu'on appelle la monnaie, est une série d'équivalences. Donc, pour acheter telle chose, on n'a plus besoin de prendre 10 bananes, 5 poules, etc. On va mettre simplement, par exemple, une quantité de monnaie qui va permettre qui sera admise et reconnue par chacun comme étant le bon équivalent. On comprend donc que la monnaie était donc pour faciliter les échanges au lieu de parler de troc. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître l'importance de la monnaie puisque ça permet de faciliter l'échange? Bien sûr, aujourd'hui c'est plus encore que par le passé parce que nous avons des produits qui arrivent du monde entier. Nous utilisons des produits qui sont fabriqués dans le monde entier et nous aussi, en tant que pays, nous avons des produits qui sont faits chez nous et qui sont envoyés dans le monde entier et on voit bien que lorsqu'on, par exemple, on produit du bois ou bien si on produit du manganèse ou on produit du pétrole, les équivalents de ces produits sont
divers et variés. Ça peut être des centaines, des milliers de voitures, des centaines d'habits, de bics, d'assiettes, de nourriture, etc. Donc, il faut au contraire de plus en plus avoir un instrument qui facilite les échanges, et cet instrument, c'est la monnaie. Et quel est donc son rôle dans une économie? C'est de faciliter, de servir à faire les échanges entre les gens. Effectivement, en facilitant les échanges, aujourd'hui vous avez parlé du troc pour exactement faciliter des échanges. Est-ce que nous pouvons avoir les différentes formes de monnaie? Ah oui, il y a plusieurs types de monnaie, mais je ne suis pas sûr d'être bien placé pour donner tous les éventails. Bon, nous avons d'abord la monnaie que nous voyons sous la forme de billets et de pièces d'argent. Cette monnaie-là, c'est celle que nous utilisons tous les jours au marché, etc., etc. Ensuite, il y a des instruments monétaires, ce qu'on appelle finalement instruments monétaires. Par exemple, nous avons des chéquiers. Au lieu d'avoir de l'argent en liquide, j'ai un chèque, un carnet de chèques, j'ai écrit le montant, je donne à quelqu'un et qui peut soit lui-même aller toucher au guichet de la banque cet argent, soit aller mettre ce chèque, faire un versement sur son compte avec ce chèque. Et puis il y a les cartes bancaires que nous voyons maintenant. Il y a les cartes, on peut aller à un robot, faire un code et toucher de l'argent, ou bien on peut aller dans un magasin et utiliser ce code-là pour payer. Absolument. Nous voyons aujourd'hui une autre forme de monnaie qui circule, qui est par exemple les opérateurs de téléphone mobile, qui permettent de transférer l'argent d'un point à un autre, etc. Mais il y a d'autres formes d'argent. Vous voyez, j'ai parlé des chèques, j'ai parlé des cartes bancaires, mais nous avons les effets de commerce. Et des gens qui tirent des effets, ce qu'on appelle un effet, qui est un papier qui permet de toucher de l'argent à une certaine échéance. Et ainsi de suite. Ensuite, il y a les crédits qui sont de la monnaie, mais une monnaie indirecte. Mais de nos jours, nous sommes au XXIe siècle, on parle beaucoup plus de la monnaie électronique. Comment ça se passe? Mais nous venons de parler de monnaie électronique en parlant de cartes bancaires, par exemple. Oui. Il y a cette forme de monnaie que nous connaissons. Il y a aussi une autre forme de monnaie qui est en train de paraître quand on parle de bitcoin, de machin, etc., qui est vraiment, vraiment de la monnaie non visualisée, non matérialisée, qui passe sur des comptes Internet et qui est dans une unité monétaire qui a vocation à dépasser les frontières, être quelque chose de tout à fait nouveau et qui va fonctionner rien que à travers la relation Internet, etc. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, nous avons chaque pays, ou bien chaque zone a une monnaie. On peut voir la zone euro, qui est pour monnaie l'euro. Nous sommes en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, nous utilisons le franc CFA. Nous avons par exemple les États-Unis qui utilisent le dollar. En Chine, le Japon, nous avons le yen, le yuan. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du pouvoir d'une monnaie. Qu'est-ce qui rend la monnaie plus puissante qu'une autre? Bon, d'abord, si vous permettez, je voulais rappeler que si nous avons le franc CFA en Afrique centrale et le franc CFA en Afrique de l'Ouest, ça a le même nom, ça ne renvoie pas tout à fait à la même chose. Nous allons y revenir. Je voulais le préciser dès le départ. Effectivement. Qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie? C'est la capacité de production du pays qui émet cette monnaie. La monnaie, j'ai dit tout à l'heure que la monnaie servait à faire du troc. Plus vous avez des objets que vous produisez qui sont de grande qualité, plus cet objet-là va avoir un équivalent important en quantité, en unité de cette monnaie. C'est-à-dire que si vous produisez quelque chose même qui est tout petit, comme mon bic ici présent, s'il est en or, vous voyez bien que la valeur de ce bic va être très importante parce que la contrepartie, ce que ce bic-là peut acheter, rappelez-vous toujours cette question de troc. Ce que l'on peut avoir en échange d'un objet qui a cette taille, mais qui est de très grande valeur, comme si c'était de l'or ou si c'était du diamant, vous voyez la quantité de choses que l'on peut obtenir avec ça. Donc, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est d'abord la qualité de la production qui supporte cette monnaie. Et de l'étalon que l'on va mettre en place comme étant l'objet de l'échange, l'objet de base des échanges qu'on va faire. L'étalon nous paraît comme un mot un peu difficile à comprendre. La référence que vous allez utiliser, chaque fois que vous allez faire l'échange, vous allez dire « je mets un morceau d'or ». Par exemple, si ce morceau, j'ai dit morceau pour un caillou, l'équivalent d'1 kilo d'or, par exemple, un bloc, on fait l'or souvent en barre, une barre d'or, mais un lingot. Donc ce lingot, par exemple, on se met d'accord que ce lingot pèse 1 kilo. Bon, donc plus l'étalon, la référence que vous allez utiliser aura une grande valeur et plus votre monnaie sera forte.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la capacité à un pays à exporter peut aussi constituer sa monnaie à être une monnaie puissante? Là, on va voir des devises. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça. Parce que si vous produisez un objet qui n'a pas de grande valeur et que vous en produisez en très grande quantité, supposons que vous produisiez 10 milliards de tiges d'allumettes, et que vous pouvez faire 10 milliards de tiges d'allumettes, donc en quantité c'est énorme. Oui. Mais un autre à côté va produire 1 tonne d'or. Et vous n'aurez pas le même ratio, vous n'aurez pas le même rapport entre la quantité d'or et ce qu'elle peut acheter, ce qu'elle peut valoir, et la quantité des milliers de tiges d'allumettes que vous allez faire. Donc ce n'est pas la quantité que vous produisez, je répète, c'est la qualité de ce que vous produisez et sa valeur, sa rareté sur le marché. C'est ça qui fait que cette chose-là a... Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, justement, Fabien, par rapport à la définition que vous nous donnez, est-ce que ça peut nous rapprocher sur la définition de ce qu'est la parité d'une monnaie par rapport à une autre? Oui, en fait, en définissant, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce qu'est l'étalon et l'objet de référence, j'ai déjà établi la parité. Absolument. Parce que, bien sûr, si je suis un pays Afrique centrale, je dis que mon étalon, ce sera par exemple un lingot d'or. D'accord. Si un autre est Afrique de l'Ouest ou bien Afrique du Sud, et qu'il dit que son étalon, c'est une barre qui vaut 1 kilo de diamants, les gens vont comparer maintenant entre 1 kilo d'or et 1 kilo de diamants. On va bien voir celui qui est plus fort que l'autre à ce moment-là. C'est-à-dire celui qui a une plus grande valeur que l'autre sur le marché. C'est ça qui fait l'étalon. Donc, quand on a une monnaie qui a une valeur déclarée comme étant la valeur avec laquelle on l'échange, et un autre une monnaie, on voit bien que la première monnaie peut acheter telle quantité de biens, la deuxième monnaie peut acheter telle autre quantité de biens, et quand on fait le rapprochement, quand on compare les quantités de biens achetés par chacune des monnaies, on a le ratio qui constitue le rapport d'échange entre les deux, monnaies. C'est ce qui donne le pouvoir d'une monnaie. Aujourd'hui, par exemple, la zone euro qui utilise l'euro, quelle est la différence entre cette zone et les États-Unis qui utilisent le dollar? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre le dollar et l'euro? Lorsque nous voyons peut-être leur convertibilité par rapport peut-être aux autres monnaies. C'est la norme que les Européens ont définie et la norme que les Américains ont définie qui est la clé de tout le système. Les Européens ont défini pour 1 euro une certaine quantité. Par exemple, ils disent 1 euro, ça vaut, je dis une bêtise, mais c'est pour rendre la chose compréhensible. S'ils disent que 1 euro, ça vaut 100 grammes d'or, ou bien c'est ça, et que les Américains partent au départ avec $1 qui vaut 80 grammes d'or, vous avez déjà le ratio entre les deux qui s'établit. Absolument. Un premier ratio, abrupt comme ça, mais quand ça va évoluer, ça va changer. Ce qui est là, c'est que la valeur de la monnaie renvoie à la quantité de biens que cette monnaie peut acquérir, d'une part, et ça renvoie à la qualité qu'il y a derrière le bien qu'on produit. Et qui fixe ces normes? Le marché. Nous avons les banques centrales. Ce que les gens reconnaissent. Oui. Non, les banques centrales, les banques annoncent une valeur de départ. On dit, ça vaut ça. Par exemple, on vous donne 1 euro et on vous donne 100 francs CFA. Et vous allez voir que les gens, par exemple à l'heure actuelle, les gens courent derrière l'euro pour essayer d'avoir l'euro parce que l'euro leur permet d'aller sur un marché plus vaste parce que à l'extérieur du Gabon, vous n'allez pas utiliser très long le CFA. Donc, les gens cherchent à avoir de l'euro. Et donc, quand on annonce au départ que 1 euro, comme vous l'avez dit tout à l'heure, égale à 655,9 francs CFA, eh bien, les gens mettent les 655,9 francs, ils les mettent sur la table pour obtenir 1 euro. Et ils continuent à courir derrière l'euro. Et si on est dans un système qui n'est pas contrôlé, les gens peuvent surenchérir quand ils sont pressés. C'est-à-dire, comme j'ai vraiment besoin d'avoir de l'euro, je vais peut-être être prêt à payer non plus 656 francs, mais peut-être 660 francs, peut-être 670, peut-être 700. Et donc, je considère à ce moment-là que mon argent a probablement moins de valeur, moins d'intérêt que l'euro, et donc je mets plus de mon argent pour avoir un seul euro. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'aborder vous avez parlé d'intérêt
Alors, quand on parle d'intérêt, nous voyons tout de suite les banques centrales qui utilisent les monnaies qui utilisent le taux directeur. Les intérêts sont fixés par qui? Ça, c'est deux choses différentes. Tout à l'heure, je parlais de avoir intérêt à faire quelque chose. Mais vous avez évoqué la question des intérêts. Le taux directeur, comme son nom l'indique, c'est un taux qui dirige. C'est un taux indicatif. La Banque centrale dit, je vais faire mes opérations au taux de temps. 10% par exemple. C'est un taux de référence. Dans tout ce milieu-là, beaucoup de choses sont des références. La banque dit, je vais faire ces opérations au taux de référence de temps. C'est un taux qui dirige l'ensemble des autres taux qui sont attachés à ça. Ce taux-là est fixé par la Banque centrale sur la base de calculs assez savants que la banque fait et qui lui permettent de se dire, bon, à ces valeurs-là, je peux soutenir mon économie. Et ce taux directeur peut être relevé ou rabaissé. Vous voyez, quand on écoute les informations économiques financières internationales, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on entend que la Réserve fédérale des États-Unis a modifié son taux directeur. C'est un taux qui est capital pour le marché parce que il envoie une indication sur le point de départ sur lequel on va s'appuyer pour soit augmenter, soit diminuer les autres taux qu'on va appliquer derrière. Mais en parlant toujours du taux directeur, vous avez dit que c'est la Banque centrale qui fixe le taux directeur. Oui. Et nous constatons que la Réserve américaine qui décide d'augmenter ou d'abaisser son taux directeur aux États-Unis. Oui. Prenons un exemple. Quels sont les avantages et les inconvénients de la baisse ou de l'augmentation d'un taux directeur? Non pas par rapport au pays, peut-être par rapport aux autres pays. Non. On ne bouge pas les taux directeurs par rapport aux autres pays. C'est par rapport à son économie nationale. Une monnaie se gère elle-même d'abord. Un taux, la monnaie est un instrument qui permet de faire les échanges. Bien sûr. Et les taux sont des instruments qui permettent de gérer le grand instrument principal, l'échange. C'est bien compréhensible. D'accord? Donc, les taux que l'on utilise permettent soit de donner un accélérateur, un coup de pouce à l'économie, soit de freiner l'économie lorsqu'elle s'emballe. Par exemple, lorsque l'inflation s'installe, lorsque les prix ont tendance à augmenter très vite, la Banque centrale réagit en essayant de calmer les prix. Et inversement, lorsque l'économie s'emballe. Par exemple, les gens prennent de l'argent, prennent des crédits, prennent un certain nombre de choses, et ces crédits-là ne donnent pas lieu à une production de richesses et de marchandises qui est vraiment en phase avec les volumes d'argent que les gens prennent auprès des banques. Ce qui se passe, c'est que la Banque centrale peut décider de faire une politique de contrôle de la masse monétaire. Donc, elle relève son taux d'intérêt pour diminuer le nombre de personnes qui empruntent de l'argent. Parce que, comme vous le savez, un crédit est intéressant à un certain taux d'intérêt. Si on vous dit on vous prête de l'argent à 10%, vous dites c'est bon. Le jour où on vous dit ce n'est plus 10, c'est 15, vous allez réfléchir parce que le montant des intérêts que vous allez payer, les frais que vous allez supporter devient trop important. Donc, à ce moment-là, quand le taux d'intérêt augmente, ceux qui n'ont pas des projets qui sont vraiment très intéressants, ils renoncent à emprunter de l'argent. Donc, comme ils renoncent à emprunter, ça veut dire qu'il y a moins de sollicitation de la masse monétaire. Donc, les taux sont des instruments avec lesquels la Banque centrale, qui pilote l'activité économique du point de vue monétaire, avec lesquels elle agit, elle met un clignotant, elle rétrograde, elle accélère, elle change de vitesse, et c'est avec les taux que la Banque centrale fait ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la masse monétaire. Nous pouvons avoir l'aperçu de la masse monétaire. Quelles sont les composantes d'une masse monétaire? Je ne vous parlerai pas des composantes. Je vous dirai simplement que dans une économie, pour un volume de production donné, il y a une certaine quantité de monnaie. Et cette quantité de monnaie, on la détermine pays par pays. Oui, il y a une certaine vitesse de circulation de la monnaie. Et cette vitesse de circulation de la monnaie, mise en comparaison de la quantité de richesse qui est donnée, va vous dire que plus ou moins, on va avoir l'équivalent de 20% du PIB, du produit intérieur brut, qui va être converti en masse d'argent. Monsieur le Premier ministre, une question, je ne dirais pas une question philosophique. Est-ce que la monnaie est une forme de richesse? Bien sûr. Bien sûr que la monnaie est une forme de richesse. Si vous avez une monnaie qui n'a pas de valeur et qui n'a pas de valeur, qui se déprécie parce qu'elle est rognée, elle est mangée par une inflation qui est galopante, ça veut dire que en réalité, la chose dans laquelle on convertit le produit de votre travail perd de sa valeur. Donc, c'est votre travail qui est déprécié avec ça. Et vice-versa, si vous avez une monnaie qui est forte, une monnaie qui est solide, ça veut dire que chaque fois que vous travaillez, ça veut dire qu'on sécurise. Vous avez la traduction de votre travail, la contre-valeur de ce que vous avez travaillé. Cette contre-valeur
est mise en valeur parce que précisément la monnaie, l'instrument qui représente la valeur de ce que vous avez produit, cet instrument est fort. Donc oui, la monnaie c'est nécessairement une richesse. Logis Malekou, nous allons aborder nous allons revenir sur le vif du sujet, Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire revenir sur le CFA. Alors, c'est une question qui pourrait paraître banale pour le spécialiste que vous êtes, mais au quartier, les gens pensent que, en fait, si le CFA n'a pas de valeur, c'est parce qu'il est imprimé à l'étranger, il est imprimé en France. Comment vous l'expliquez, Monsieur le Premier ministre? Ce n'est pas le CFA de la valeur. Oui, avant de parler même de la valeur du CFA, d'abord peut-être revenir sur l'historique du franc CFA, parce que beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas dire, on va demander à quelqu'un au quartier, que veut dire le franc CFA? Il y a le franc CFA, c'est une monnaie qui a été mise en place, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au sortir de la guerre en 1945. En réalité, pour faire court, il y a 2 CFA. Absolument. Il y a un CFA en Afrique de l'Ouest, dans lequel CFA signifie Convention financière africaine, et il y a un CFA en Afrique centrale, qui est un franc de la coopération financière africaine. Convention d'un cas, coopération de l'autre. Vous allez voir la différence. Mais en tout cas, c'est 2 CFA. Ensuite, les deux, ce qu'ils avaient, c'était 2 monnaies parallèles qui avaient le même taux de change. C'est-à-dire qu'à l'époque, de 1960 jusqu'à la dévaluation de 1994, un franc CFA, c'était, ça gardait, et même d'ailleurs jusqu'à présent, ça gardait le même équivalent en francs français et en euros. Et jusqu'à la dévaluation de 1994, un franc français, ça équivalait à 50 francs CFA. Ensuite, au lendemain de la dévaluation, on a dit qu'un franc CFA, ça équivalait à 100 francs, un franc français, était équivalent à 100 francs CFA. Donc, voilà deux monnaies qui sont parallèles, qui signifient légèrement, qui renvoient à 2 instruments juridiques un peu différents. C'est 2 accords, mais qui ne signifient pas la même chose. D'où l'impossibilité pour quelqu'un de l'Afrique centrale d'apporter sa monnaie CFA pourtant en Afrique de l'Ouest et d'utiliser là-bas. Il faut encore la convertir malheureusement en CFA de l'Afrique de l'Ouest. En quelque sorte, tant que il y avait la stricte et même équivalence, un franc français égal à un franc CFA et vice versa, on pouvait prendre le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et venir en Afrique centrale faire des achats. Sans avoir besoin de le changer. Sans avoir besoin. Et ils avaient presque cours ici. Et l'inverse était vrai. C'est au lendemain de la dévaluation en 1994 que la chose s'est arrêtée. Et je pense qu'on ne donne pas les bonnes raisons. On ne donne pas les bonnes raisons. Votre point de vue, Monsieur le Premier ministre? Il y avait une hémorragie de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest. De sorte que les opérateurs économiques, les commerçants, etc., qui étaient originaires d'Afrique de l'Ouest et qui opéraient en Afrique centrale, se déplaçaient avec leur argent, ce qu'ils avaient gagné ici dans le cadre des transactions, et amenaient cet argent directement en Afrique de l'Ouest, dans des quantités qui devenaient de plus en plus importantes. C'est à ce moment-là que les autorités monétaires ont choisi de ne plus accepter que l'argent parte et revienne de cette façon-là. Voilà un fait historique qui s'est passé en 1994 qui faisait qu'il y avait en quelque sorte une fuite dans le système qui se produisait. Vous remarquerez que la même chose s'est faite avec les opérateurs de transfert d'argent du genre Western Union, MoneyGram, etc. Et si vous regardez bien ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans, les capacités de transfert de ces opérateurs ont été considérablement réduites. Donc, en fait, c'est la force de la monnaie, la qualité de la monnaie qui était à l'origine de cela. Et contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas que le CFA n'avait pas de valeur. Il a de la valeur. Il a même une bonne valeur. S'il ne l'avait pas, on ne le transférerait pas avec autant d'acharnement. Absolument. Monsieur le Premier ministre, nous avons essayé de faire un peu de recherche et au cours de nos recherches, nous avons vu que ce soit le franc de l'UEMOA ou le franc de la zone CEMAC, c'est les États membres de ces zones, dites la zone franc, sont obligés de verser, je crois, 50% de leurs réserves de change au Trésor français. Est-ce que cela veut dire que la France nous a imposé une monnaie? Non, ça fait partie des débats qu'il est bon de clarifier. Et je pense qu'on fait fausse route en posant le problème comme on le pose. Quand on dit qu'une monnaie est convertible, cette convertibilité doit reposer sur des garanties quelque part. Lorsqu'on a fait le franc CFA a été calé sur le franc français et ensuite plus tard sur l'euro. Et évidemment, il avait une garantie totale
de convertibilité dont la contrepartie est un compte d'opération. Un compte d'opération, c'est un compte qui appartient au pays et qui est un compte de garantie qui se trouve à la Banque centrale. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le débat qui a lieu parce que c'est un débat qui fausse les idées. Il fait croire des choses qui ne sont pas vraies aux gens. Nous pouvons décider de sortir du franc, de la relation avec la France. On peut le faire et peut-être même est-il souhaitable de le faire. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que même si nous sortons de la relation avec la France, il nous faudra bien trouver un mécanisme de garantie de notre monnaie, qui peut être un mécanisme de garantie interne ou un mécanisme de garantie externe. Quand vous dites nous, monsieur le Premier ministre, parlez de nous, le Gabon, ou bien la CEMAC, la zone d'un franc. côté, la zone franc Afrique centrale et zone franc Afrique de l'Ouest, nous pouvons sortir. Et je l'ai déjà dit, je pense une fois. Aujourd'hui, nous voyons que nos frères d'Afrique de l'Ouest, qui sont dans la zone franc, sont en train de sortir de la zone franc pour aller vers une monnaie commune avec les autres pays de la CEDEAO. Ce qui est tout à fait logique. Parce que, rappelons les faits, la CEDEAO, c'est 350 millions de personnes. Absolument. C'est un marché. C'est une vingtaine de pays. Absolument. Dans lesquels vous avez tous les pays qui utilisent le franc CFA, c'est-à-dire les anciennes colonies françaises, plus la Guinée-Bissau et moins la Guinée-Conakry. Oui. D'accord? Vous avez déjà ce bloc. Mais vous avez aussi dans cette CEDEAO le Nigeria, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. Ça fait beaucoup de pays. Sans oublier qu'il y a carrément le Maroc qui tient à intégrer cette... Je laisse d'abord le Maroc à part parce que la personne du Maroc est un peu particulière. Mais si vous prenez ceux qui existent à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ce que les pays d'Afrique de l'Ouest ont réussi, c'est que vous pouvez partir du Sénégal et venir jusqu'au Togo avec votre carte d'identité. L'intégration sous-régionale. Sans passeport. Donc, vous prenez les bus, vous partez du Sénégal, vous passez en Gambie. De Gambie, vous rentrez de nouveau au Sénégal. Vous entrez en Guinée-Conakry. Vous changez de pays, vous allez soit au Ghana, soit dans les pays limitrophes. Et vous descendez progressivement jusqu'à ce que vous arriviez au Togo. Quand vous aurez fait ça, vous aurez traversé par la route, librement, 5-6 pays différents qui utilisent 5-6 monnaies différentes. Et comme vous avez au départ une monnaie qui est le CFA, vous l'aurez changé une première fois pour avoir telle monnaie, pour avoir le franc guinéen, puis une deuxième fois pour avoir l'argent, le Siriganéen, puis vous aurez changé pour avoir du Naira, puis vous repartirez pour acheter une monnaie. La succession de ces opérations de change, c'est un peu d'argent que vous aurez perdu à chaque fois jusqu'à la fin. Donc il est logique, c'est tout à fait logique que ces pays-là convergent maintenant vers une monnaie commune et qui ne peut plus être le CFA, étant donné que le Nigeria, lui tout seul, dans les 350 millions de personnes, à lui seul fait 200 millions. Plus de la moitié, oui. Donc, la première économie d'Afrique. Donc oui, donc c'est pas le Nigeria qui va basculer vers leur monnaie, et ce sont les autres qui vont plutôt, et comme personne ne va aller vers l'autre, c'est normal qu'ils cherchent plutôt à créer une monnaie commune qui permet de faciliter les échanges. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, cela veut dire que la quantité de personnes peut faire en sorte qu'un État crée une monnaie? Le pouvoir. Bon, ça veut dire que je vais parler des personnes. Plus vous êtes nombreux, non. De toute façon, même un petit pays de 100 000 habitants va avoir un moyen d'échange. Nous avons dit au départ, la monnaie est un instrument de synthèse qui permet de faciliter les échanges entre les gens. Donc, que vous soyez un pays de 100 000 personnes ou un pays de 1 milliard, vous êtes obligé d'avoir un instrument d'échange. Absolument. Aujourd'hui, qui décide de la politique monétaire de la zone franc? Les pays de la zone franc se sont réunis en Afrique de l'Ouest au sein de la BCEAO et en Afrique centrale au sein de la BAC qui est la Banque des États de l'Afrique centrale en Afrique centrale et la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest. Absolument. Ok. Donc c'est cette banque centrale, pour parler dans notre cas, c'est cette BAC où les 6 pays qui constituent la CEMAC sont représentés, plus le partenaire monétaire qui est la France. Ce sont ces 7 personnes morales qui constituent l'ensemble de la gestion de la Banque centrale. Mais avec ce débat autour du franc CFA, est-ce que, monsieur Raymond Donsima, cela veut dire que les pays de la zone franc ne contrôlent plus leur monnaie? On a un débat sur la monnaie parce que de ce que je comprends, et je vous le redis, je ne participe pas moi-même à ce débat depuis le début, parce que je n'approuve pas la façon dont il est posé. On a un débat sur le fait que les réserves que nous avons en tant que pays qui utilisons une monnaie garantie par
le franc français et l'euro, ces réserves-là sont à la Banque centrale de France. Et donc, les gens considèrent que si l'on récupérait ces réserves, qui sont importantes, qui sont de plus de 3 500 milliards, je crois, les gens considèrent que ces réserves-là, si on les récupérait, elles serviraient à financer le développement, ce à quoi je ne crois pas. Parce que si nous récupérons cet argent, il faudra bien que nous ayons un autre mécanisme de garantie pour assurer la convertibilité de notre propre monnaie. Et donc, si nous récupérons l'argent de France, soit nous arrimerons à un panier de monnaie, c'est-à-dire nous pouvons décider que nous créons une monnaie qui est garantie par un panier qui ne comprendrait pas seulement l'euro, mais qui peut comprendre le dollar, l'euro, le yuan, le yen, etc. par exemple, ou bien nous définirons un autre mécanisme interne qui va constituer la réserve sur laquelle la monnaie que nous aurons créée va s'appuyer. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir une monnaie qui n'a pas de garantie. Donc les garanties ne peuvent pas servir à financer le développement. Il faut arrêter ce genre d'affirmation parce que ça nous amène à des situations qu'on a connues ailleurs, où les gens ont fait ça et on sait ce que c'est devenu. En parlant du développement, la question des auditeurs. Les deux auditeurs de Radio Gabon se posent la question sur le franc CFA. Leur question, est-ce que le franc CFA freine le développement des pays de la zone franc? Non, le franc CFA ne freine pas du tout le développement des pays de la zone franc. Essayez de convaincre nos auditeurs. Mais c'est très très facile. Parce que dans les questions monétaires, dans ces questions-là, il faut éviter un débat qui repose sur les passions. Il faut faire un débat qui repose sur des faits objectifs. Je vais vous donner 2 ou 3 angles de réponse. La valeur d'une monnaie peut être soit un frein parce que la valeur est trop élevée, c'est-à-dire que la parité que vous avez est trop grande et ça freine finalement vos exportations. Soyons clairs, 95 voire 97 ou 99% de nos exportations, c'est dans le pétrole, le manganèse, le bois. Les produits bruts en fait. Et ce sont des produits qui sont cotés sur le marché international. Sur ces produits-là, il n'y a pas ce que nous appelons en économie de l'élasticité prix. C'est-à-dire que même si nous dévaluons, la valeur, le prix sur lequel ces marchandises sont vendues sur le marché international ne changera pas. Ce n'est pas parce qu'on a dévalué en 1994 le franc CFA que la tonne de pétrole sur le marché international a changé. Ce que ça a changé seulement, c'est la quantité de CFA que nous avions. Mais comme nous ne sommes pas un pays qui produit beaucoup de choses, notamment au niveau de la machine-outil, au niveau des produits de cette nature-là, eh bien, nous avions beau avoir une grande quantité de CFA à l'intérieur du pays, quand on va maintenant sur le marché international pour acheter les voitures, les scanners, les matériels que vous utilisez pour la radio, etc., ben nous devons mettre de plus en plus de quantité de notre monnaie pour acheter les mêmes choses. Donc, la dévaluation ne nous a pas donné un coup de fouet à nos exportations parce qu'on avait changé la valeur de nos prix. Autrement dit, la dévaluation n'est pas une mauvaise chose pour nous. Non, je reviens à ça. Et je veux montrer que il est prouvé que lorsqu'il y avait le Deutschmark et le franc français, c'était prouvé que lorsqu'on faisait une opération de relance en France, les relances économiques en France profitaient généralement plus encore à l'économie allemande qu'à l'économie française. Pourquoi? C'est là qu'on voit, on revient à la définition que j'ai donnée au départ. C'est une question de qualité de ce que vous produisez. La valeur de ce que l'appareil de production allemand mettait sur le marché, la valeur de ce que l'appareil de production allemand mettait sur le marché était de bien meilleure qualité que ce que l'appareil de production français mettait sur le marché. Et la France a dû faire des efforts particuliers pour relever le niveau de sa recherche pour avoir une meilleure qualité de production. Regardez notre marché. Regardez le marché automobile. Ça, c'est un indicateur. Quelles sont les voitures les plus chères que nous avons sur le marché en camion? Les voitures européennes. Ce sont les voitures européennes. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que Mercedes domine le marché. Pourquoi? Il coûte 20, 30, 40 millions plus cher par camion. Absolument. Mais parce que à l'usage, les gens se rendent bien compte que même si l'un a été acheté beaucoup moins cher, mais quand on va sur le terrain difficile, en brousse, dans les machins, on voit bien que ces camions-là résistent plus. Et ce qui est vrai pour les camions est vrai pour les machines de menuiserie, est vrai pour les machines dans les plateaux hospitaliers, est vrai à un certain nombre d'endroits. Donc, je crois qu'il faut éviter, je ne suis pas du tout partisan de cette vague qui veut que on croit
que la monnaie permet de... si on a une monnaie faible, alors on peut promouvoir une grande activité économique. Ce n'est pas vrai. Il y a des pays qui ont des monnaies très très faibles et qui sont allés nulle part. Je vous rappelle que nous avons connu dans la zone Afrique centrale à côté de nous, la République démocratique du Congo, qui était devenue Zaïre, qui a mis en place une monnaie qui s'appelle le Zaïre, et la monnaie était très bas prix, puisqu'à un moment donné, pour acheter 1 kilo de sucre, il fallait presque une brouette de Zaïre. Absolument. D'accord? Absolument. Donc une monnaie très faible, ça ne veut rien dire. Et vice versa, nous avons des pays dont les monnaies sont fortes. Nous sommes en train de parler des Européens. Nous sommes en train de parler. Mais même en Afrique, si vous prenez la Tunisie a une monnaie. Absolument. Mais la valeur de la monnaie tunisienne est beaucoup plus forte que la valeur du CFA. Le CFA, par exemple, c'est vrai. Et pourtant, l'économie tunisienne est plus forte que l'économie gabonaise. Donc, je crois qu'il faut se mettre à bonne distance et ne pas croire que le seul fait de la valeur de la monnaie est un élément suffisant pour que vous mettiez à avoir une économie qui devient forte. Ce n'est pas vrai. Ce qui est le facteur déterminant, c'est la compétitivité qualité. C'est la qualité qui est la clé de la compétitivité des économies. Mais en Afrique centrale, est-ce que nous avons cette compétitivité? Nous cherchons à l'obtenir. C'est bien pour ça que nous sommes continuellement en train de dire que nous devons diversifier la base de production. Et quand on diversifie la base de production, on cherche à faire venir des qualités de production qui permettent d'attaquer par la production que nous avons, soit notre marché intérieur, parce que nous allons concurrencer les produits qui viennent de l'extérieur, soit même sur le marché extérieur, parce que nous allons essayer de placer sur ce marché extérieur des produits que nous faisons au Gabon. Monsieur le Premier ministre, nous restons toujours dans la question des auditeurs. Les auditeurs de Radio Gabon se demandent également aujourd'hui. Nous avons dans notre espace CEMAC la situation de libre-échange. Est-ce que nous pouvons aboutir à la libre-échange à la zone Est-ce que c'est un leurre ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable? Du moment où vous avez parlé là de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, l'intégration sous-régionale c'est une réalité là-bas, c'est une réalité. Je voudrais séparer les deux choses. Il faut distinguer le libre-échange de la libre circulation des gens. Ce que l'Afrique de l'Ouest a d'abord réussi, c'est la libre circulation qui conduit au désarmement tarifaire, c'est-à-dire à la diminution et à la suppression progressive des droits de douane à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Nous avons normalement en Afrique centrale déjà adopté depuis longtemps la libre circulation des marchandises. Et ce que nous n'avons pas encore vraiment bien fait et qui commence à se faire, c'est la libre circulation des gens. C'est-à-dire la possibilité que un Gabonais parte d'ici, arrive au Congo-Brazzaville, par la frontière avec sa carte d'identité gabonaise, traverse le Congo-Brazzaville, remonte, arrive au Centrafrique et continue et débouche sur le Tchad. Qu'est-ce qui bloque, Monsieur le Premier ministre? Pourquoi nous n'arrivons pas, justement? Parce que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour avoir une libre circulation, il y a des questions qu'il faut régler. Et je suis partisan de ces restrictions. Je suis partisan de ça. Si l'on veut harmoniser je ne suis pas contre le fait que les gens circulent. Je suis pour qu'on harmonise les conditions dans lesquelles on va faire cette libre circulation. Je veux dire ceci. Ce qu'il faut, c'est que tous les pays de la sous-région, nous nous mettions d'accord pour avoir la même identification de nos citoyens. Quand vous êtes en Europe, où il y a une libre circulation des gens, c'est la même identification des citoyens qu'il y a en Europe. Si vous faites, dans l'espace Schengen, vous commettez un délit en Belgique, dans l'heure qui vient, si la police, vous rabattez en France, la police belge peut mettre un avis, envoyer une demande d'information à la police française et obtenir dans l'heure qui vient l'information qui vous concerne. Par exemple. Quelle est aujourd'hui notre capacité à identifier les gens qui sont des autres pays que l'espace que les Gabonais. Et vice-versa, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'accuser les autres. De ne pas être capable de faire. Je veux dire que, quelle est aujourd'hui notre capacité à identifier un Centrafricain, un Tchadien, chez lui? Et comment peut-il nous identifier, nous? Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et on a dit officiellement, il y a liberté. Mais quand vous vous approchez hors micro des officiers et des personnes qui sont en charge de la sécurité, qui sont les officiers de police et de gendarmerie, ils vous disent, mais voici le cœur du problème. Si quelqu'un commet un délit dans un pays voisin qui est de notre espace, il se sauve, il vient ici. Quand il va rentrer ici avec la carte d'identité, quel moyen avons-nous de savoir que celui-là est un criminel qui est poursuivi là-bas? C'est ça le cœur du problème. C'est même une question de sécurité collective. Je suis partisan que les produits gabonais et les Gabonais puissent se rendre tranquillement en Centrafrique, au Cameroun et vice-versa. Que les Camerounais et les autres viennent chez nous librement, sans inquiétude. Mais je veux être sûr que celui qui est là, mon voisin là,
c'est pas quelqu'un qui a commis un délit ailleurs et qui vient se cacher là sans qu'on puisse le retrouver. C'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas autre chose. Je pense qu'il faut désigner un chat par son nom et que le cœur du problème est un problème de sécurité. Il y a bien sûr des gens qui ont peur que les rapports démographiques n'étant pas très équilibrés. Certains ont peur que les ressortissants de certains pays qui sont plus démographiquement plus abondants ne viennent occuper l'espace dans des pays qui sont plus faibles. Disons-le clairement, nos voisins, certains sont 30 millions ou 25, d'autres sont 15 ou 17 millions, d'autres sont 10 millions. Et un pays comme le Gabon ou bien un pays comme la Guinée équatoriale, qui ont 1 million et 2 millions de population, peuvent se dire, bon, est-ce que c'est pas risqué que les gens d'ailleurs viennent et s'installent et deviennent majoritaires chez nous? Monsieur le Premier ministre, nous arrivons au terme de notre émission, mais une dernière question, et cette question va constituer également votre mot de la fin. Cette question va être beaucoup plus concentrée sur le domaine de la politique et du CFA, puisque la question est celle-là. Pourquoi les dirigeants africains n'ont-ils pas tiré les leçons de la dévaluation du franc CFA de 1994 et pourquoi refuse-t-il d'admettre qu'il y a un problème avec cette monnaie? Mais quelle leçon voulez-vous tirer de la dévaluation de 1994? Parce que en fait, c'est plutôt l'inverse qu'on devrait dire. On a dévalué le franc CFA en 1994. Moi, je considère d'abord qu'on a dévalué de 100%, non pas de 50%. On dit 100%. Oui. Mais de mon point de vue, on a dévalué de 50%. C'est une supercherie, une arnaque intellectuelle que de dire qu'on a dévalué de 50%. Quand on fait un calcul des variations, d'évolution, on prend la valeur, la nouvelle valeur, on la compare à l'ancienne valeur, on la rapporte à l'ancienne valeur et on divise par l'ancienne valeur pour savoir si on a bougé ou si on n'a pas bougé. On avait un franc qui était un franc français qui valait 50 francs. 50 francs CFA. On a un franc qui passe à 100 et la valeur dépasse ces 50. Donc, la question qu'on doit poser, c'est la dévaluation de 1994 a-t-elle, oui ou non, donné une impulsion à nos économies? La réponse est non. Pourquoi? Non, sans équivoque. Mais qu'est-ce qui s'est développé au lendemain de la dévaluation en 1994? Si vous regardez l'évolution économique de notre pays et même de l'ensemble de la sous-région, c'est le choc pétrolier qui est intervenu plusieurs années plus tard qui a redonné une impulsion à l'activité économique dans la zone CEMAC. On n'a pas eu, au lendemain de la dévaluation, des exportations qui se sont accrues et qui auraient permis aux gens de dire, vous voyez, c'est parce qu'on a changé la valeur de la monnaie, maintenant nous vendons plus de bois, plus de bananes, plus de tomates, plus de ceci. L'appareil productif n'était pas en place. Et donc, on a fait une dévaluation qui n'a permis à personne de profiter de ça. Puisque, comme je vous l'ai dit, les grandes productions que nous exportions, la monnaie, le pétrole, le manganèse, l'uranium et le bois étaient cotés en devises étrangères sur le marché international. Donc ça ne dépendait pas de la valeur du CFA. Donc la question que moi je pose à ceux qui sont partisans de ces monnaies faibles, etc., c'est la question que je pose et je vous remercie de me donner l'occasion de rebondir. Vous voulez une monnaie plus faible? Très bien. On a dévalué, certains disent de 50, moi je dis de 100 en 1994. On a dévalué fortement en 1994. Quelle impulsion cela a-t-il donné à l'économie gabonaise, congolaise, camerounaise, équatorienne, tchadienne? Quelle impulsion d'avoir eu une monnaie plus faible du jour au lendemain. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais directeur général de l'économie en 1994, au moment de la dévaluation. J'ai vu ce qui s'est passé dans les hôpitaux et les pharmacies. Je ne prends que cet exemple. Du jour au lendemain, la valeur du CFA ayant diminué, les médecins, les pharmaciens n'étaient pas en capacité de renouveler leur stock. Oui, parce que des médicaments. Absolument. Parce que nous ne produisions pas ces médicaments. Et quand les pharmaciens disaient, nous sommes obligés de répercuter l'intégralité de la dévaluation que nous subissons sur les prix que nous posons, État, la consigne que nous avions, c'était de dire aux pharmaciens et à tous les gens qui commandaient, surtout, vous ne répercutez pas tout. Vous ne pouvez pas tout répercuter. Ce qui veut dire que nous étions en train de demander à un groupe d'opérateurs économiques d'encaisser une perte sèche. Parce que s'ils ne pouvaient pas répercuter, qui allait supporter la perte? Donc il faut arrêter ce genre d'affirmation, cette façon de créer l'illusion dans la tête des gens que le fait d'avoir une monnaie faible est un élément permettant de booster l'économie. Non, nous avons besoin de faire des progrès qualitatifs dans l'éducation, dans la formation, dans l'équipement, pour que les produits que nous faisons soient des produits capables
d'une part de résister Concurrentiel. aux importations, donc d'être plus concurrentiel par rapport aux importations, mais même d'être capable d'attaquer des marchés extérieurs parce que qualitativement, ils auront convaincu les consommateurs des autres pays qu'ils sont de bonne qualité. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci Fabien, merci amis auditeurs fidèles, j'allais dire auditeurs de Gabon Echo. Juste vous rappeler que nous recevons monsieur Raymond Donsimba, ancien Premier ministre, économiste chevronné. Avec moi, il y avait Fabien Guillaume Kevelé, et à la prise de son, Bibiche Ada, et à la réalisation, Sébastien Dufuka Mubombi. Soyez fidèles à nos émissions et on va dire quoi, Fabien, à jeudi prochain. À bientôt. À bientôt, merci bien encore. Merci bien.